Bonjour, je m'appelle Thierry et donc bienvenue ici à Nice, d'où je vous présente un nouveau magazine qui va s'appeler H2O2 Nature, avec lequel je compte bien vous faire découvrir des sites, mais également des destinations plongées dans le monde, mais aussi tout au long donc de nos côtes françaises. Mais ce sera aussi une invitation à la découverte de d'autres activités que l'on pourra réaliser et faire dans notre environnement. Avec au travers donc de différents épisodes qui vont composer donc ce magazine, j'espère vous faire rêver, mais également vous apporter de nombreuses informations qui vous permettront et qui vous donneront l'envie de réaliser votre prochaine destination aventure. Mais ceci dans le respect donc de l'environnement, car il ne faut pas oublier que nous sommes que les invités des magnifiques lieux qui nous accueillent. H2O2, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur H2O2 Nature. Pour ce premier numéro, je compte bien vous embarquer pour une croisière en Égypte dans la mer Rouge. Cet itinéraire nous mènera donc dans le sud de la mer Rouge face à Marsa Alam. Appelée Triangle d'Or ou la BDE, cette croisière regroupe les sites les plus prestigieux que l'on peut rencontrer en mer Rouge. On l'appelle le Triangle d'Or car ces sites sont géographiquement organisés sous forme d'un triangle. Mais aussi, on l'appelle la BDE car ses initiales sont les lettres des noms des différents sites que nous allons rencontrer dans cette croisière et qui ne peuvent s'atteindre que par bateau. B pour les îles Browser, situées à 36 miles nautiques, soit 70 km à l'est de la ville de Exer. C'est aussi le territoire des grands pélagiques comme le requin Longimanus. D pour Daedalus, un récif de corail au milieu de rien. Surmonté de son phare, que l'on peut visiter, il est situé à 80 km au large de la ville de Marsa Alam. Ce site est réputé pour ses bancs de requins-marteaux que l'on trouve au nord du récif. Et E pour Elphinstone et son long promontoire sous-marin vers le bleu, avec ses deux plateaux à 10 et 25 mètres. Mais aussi connu pour son arche, curieuse formation rocheuse, située à 50 mètres et plus. Je vous retrouve à Hurghada et bon voyage à tous. Nous voilà partis pour Istanbul avec un transit pour un vol Istanbul-Hurghada. Pour ce vol, je suis parti de Nice avec la Turkish Airlines après avoir cherché le meilleur prix au départ de Nice. Je vous communiquerai toutes les astuces que je peux vous donner en lien pour trouver les meilleurs prix pour votre voyage. Bienvenue à tous, je suis arrivé à Istanbul après 3 heures de voyage et maintenant j'attends ma connexion pour Hurghada, la porte 223. Donc voilà, je m'approche de la porte 223. L'aéroport d'Istanbul est incroyablement grand. Les nationalités se croisent. C'est le jour du départ de notre croisière du Triangle d'Or. Amarré à la jetée du Marriott, où se trouve un bon nombre de bateaux effectuant les croisières de plongée, le Nautil Evo se ravitaille pour sa semaine de navigation. Viande, poissons, fruits, légumes et autres denrées sont embarqués par les marins du bateau. Le moment de lever les amarres et de partir est arrivé. Le capitaine met en route ses 2 gros moteurs. Nous faisons une petite halte à la marina de Hurghada, qui se trouve derrière le marché aux poissons et la mosquée, pour faire le plein de gasoil pour la semaine. Une croisière, en fonction de sa destination, on va consommer entre 5500 et 7000 litres de gasoil. Le bateau peut contenir 13 000 litres de carburant, entre 12 et 13 tonnes de carburant. Le Nautil Evo est maintenant prêt pour son départ. Direction le sud vers Safarga. Nous allons effectuer notre première plongée qui sera plus
une plongée de réadaptation. Soudain, comme pour nous souhaiter la bienvenue dans leur monde, deux grands dauphins nous escortent jusqu'à la sortie de la baie de Hurghada. Ce qui est incroyable, c'est que nous naviguons à bonne allure et qu'on a l'impression qu'ils ne procurent aucun effort pour nous suivre. Nous avons à peu près 3 heures de navigation jusqu'à la destination de notre première plongée. Ce qui me laisse le temps de vous présenter les conditions intelligentes sur le Nautil Evo et de vous présenter par la même occasion le navire. Serge, qui nous accompagne durant notre séjour et qui sera notre directeur de plongée, nous fait un briefing sur la sécurité en plongée et à bord du bateau. Sur le pont arrière se trouve tout le matériel de plongée et chaque plongeur dispose d'un espace réservé dans lequel il pourra entreposer son matériel personnel. Chaque emplacement comporte un numéro qui est attribué au plongeur, qui lui servira par la suite pour s'identifier et rentrer ses paramètres de plongée ainsi que son pourcentage d'oxygène sur un tableau informatique qui se trouve sur le pont arrière du bateau. C'est une tablette à l'ancienne ? Sur le Nautil Evo règnent deux particularités très spécifiques. La première, c'est que le bateau est complètement francophone. C'est exactement le contraire d'une tablette. La deuxième, c'est que ici tout le monde plonge au nitrox. Vous vous dites pourquoi? Serge vous en donne les raisons. En Égypte, quand on est en croisière, un bateau, on va faire 15 à 16 plongées sur une semaine. C'est extrêmement éprouvant pour l'organisme. Donc si on peut donner un petit coup de pouce avec un petit peu plus d'oxygène, donc un petit peu moins d'azote dans les blocs à nos plongeurs, c'est tout bénéfique pour eux. Donc on a rendu obligatoire le nitrox en offrant pour les gens qui ne seraient pas formés, on offre la formation, on la fait gratuitement. Voilà, donc le principe était de dire on ne veut pas obliger quelque chose sans raison, c'est juste une question de sécurité. Pendant cette traversée, c'est aussi le moment de s'inscrire et de remplir toutes les formalités administratives. Certificat médical, assurance et niveau de plongée. Pour cette croisière, le niveau 2 au minimum est demandé, ou l'équivalent pour PADI ou notre fédération européenne. Car les conditions sont souvent difficiles, la mer est souvent formée et la mise à l'eau et les récupérations se font en zodiac. Et on rencontre souvent de forts courants sur de nombreux sites. Pensez aussi à votre assurance, qui est quelque chose à ne pas négliger, surtout quand on plonge à l'étranger. Je vous mets en descriptif quelques indications utiles à ce sujet. La cloche que l'on retrouve sur tous les bateaux effectuant les croisières en mer Rouge signale l'heure du briefing et des repas. Ici, il s'agit du briefing que va nous faire Christian, qui est moniteur sur le Nautil Evo, sur notre plongée à venir à Ras Bussoma. Sur l'écran s'inscrit les palanquets, c'est mieux qu'une simple feuille de papier qui peut se perdre ou se tremper. Avant de s'équiper, il faut vérifier son pourcentage d'oxygène
dans le mélange air-oxygène que nous avons dans notre bouteille. Cette vérification est strictement personnelle et n'engage que l'utilisateur de ce bloc de plongée. Ensuite, avec mon pourcentage et mon numéro, souvenez-vous le numéro attribué à chaque plongeur. Je rentre mes paramètres sur le tableau informatique qui me calcule et me donne ma profondeur à ne pas dépasser, pour que ce joli cocktail de gaz que j'aurai sur le dos ne devienne pas toxique. Bon, maintenant que tout est ok, c'est le moment de rendre visite aux habitants du monde du silence. Avec un couple d'amis, nous décidons de mélanger nos 2 palanquets pour nos plongées. Un petit corail isolé sert de résidence à ces petits Dacylus aruanus. Une raie pastenague survole son domaine et se faufile entre les coraux. Soudain, en se retournant, Benoît remarque quelque chose. C'est une belle tortue qui apparaît dans la lumière et qui vient voir ce qu'il se passe. Ces petits poissons clowns, ou alors les Nemo associés, prennent soin de leur anémone préférée. Bonjour Madame la Murène. Un rouget barbé fouille dans le sol, ce qui semble intriguer un labre qui se demande ce qu'il fait.
Notre présence semble ne pas perturber ce groupe de poissons cochers. Un bouquet de barbiers orange, sous la garde de chirurgiens, clôture cette belle plongée. Pour une plongée de réadaptation, nous avons rencontré plein de belles surprises. Ah, j'ai vu. C'est beau, hein? En arrivant à la surface, une surprise nous attend, avec ce magnifique coucher de soleil. Nous sommes maintenant à Safarga et nous faisons route vers les îles Browser où nous allons naviguer toute la nuit pour arriver vers 3 ou 4 heures du matin. Une soirée sympa se passe sur le pont supérieur, accompagné de fromage que Serge nous a ramené dans ses valises. Nous naviguons vers les îles Browser et allons arriver vers 3 ou 4 heures du matin, sur la surveillance des requins Longimanus. Bonjour, c'est le cas parce qu'il est 4 heures du matin et nous arrivons à Big Brother, où un amarrage un peu particulier nous attend. Et je tiens à saluer tout particulièrement le travail des marins du Nautilevo. Chacun est à sa place et sait exactement ce qu'il doit faire. En Égypte, on ne jette pas d'ancre pour préserver le fond et les coraux. Et les bateaux doivent s'amarrer sur le récif quand ils arrivent sur les lieux. Vous voyez le petit bonhomme au fond de l'écran? Il s'appelle Mali et a de l'eau jusqu'aux genoux et va récupérer le cordage que son collègue Emad lui ramène pour qu'il l'amarre à des attaches préinstallées sur le rocher. Chabouri éclaire l'avancée du Zodiac, qui serait sans lui dans le noir complet. Et bien sûr sur la surveillance des requins qui rôdent et qui ne veulent rien louper de la situation. Emad ramène le deuxième cordage à Mali.
avoir solidement amarré le Nautilevo, remonte dans le Zodiac pour retourner au bateau. Le matin se lève sur Big Brother. Big Brother est un îlot qui émerge d'un fond situé à plus de 500 mètres et dont la surface est d'une aridité totale. Big Brother est surmonté d'un phare en pierre de 100 mètres, construit dans un pur style victorien par les Anglais en 1880. Gardé par des militaires, les plongées avaient été interdites dans les années 1996 et 98 à cause d'une surexploitation des lieux. Aujourd'hui, les îles Brother sont des parcs nationaux où il faut s'acquitter d'une taxe pour y plonger. Après le petit déjeuner, la cloche du briefing résonne, où Serge va nous décrire la plongée que nous allons faire, mais aussi le comportement à avoir face à un habitant très particulier des lieux que nous allons explorer. Il est simple. Requin renard. Essayer d'apercevoir, de voir un espèce de fouet derrière qui se promène. C'est pas du tout méchant, hein, c'est pas du tout agressif, au contraire c'est extrêmement craintif, on va dire un petit peu comme le marteau. Hein. Et donc là il faut photo, ce que vous voyez là, vous oubliez, il faut vraiment vous y allez tout doucement. Alors, vous allez voir c'est une jolie plongée, comme je dis, la lumière, tout à l'heure, etc. On va insister sur un point, hein, on va en rencontrer aujourd'hui, on en rencontrera peut-être sur Dédalus, c'est souvent fan de plongée. C'est très rare d'avoir un Longimanus qui vient vous voir à 40. Très rare. Par contre, ça peut arriver quand même. D'un seul coup, vous êtes à 40 et vous en voyez un en surface. Oh, super, un requin. On se rend bien compte qu'il est pas à 20 mètres, on se rend compte qu'il est en surface. Et bon, généralement, ça s'arrête là, et de temps en temps, on le voit cet idiot qui vous pique dessus. Surtout, il y a des zones qui étaient moins verticales, il vous pique dessus. Là, récif. Récif, il va être chiant. C'est sûr et certain. Quand il vous arrive, qu'il part de la surface et qu'il vient à vous, il ne va pas faire 40 mètres pour rien. Donc il va venir, donc vous allez voir que c'est un requin qui est particulier, parce que contrairement au gris, au marteau, à tous les autres, eh ben, il n'a pas du tout peur de vous. Alors pas du tout. Hein. Il va venir à vous. Alors au début, il va faire des tours relativement réguliers. D'accord, il vous tourne autour, il vient un petit peu à vous, et puis au moment on est là avec son appareil photo, on dit ah, je vais faire une belle photo, la photo on la prend jamais. Hein. Et il tourne, voilà. Donc là, tant que son mouvement est régulier, généralement il fait pas chier. D'accord, il s'approche près, c'est vrai, mais il fait pas trop chier. À partir du moment où vous commencez à avoir des coups de queue, c'est-à-dire qu'au moment où il arrive à vous, tac, il met un petit coup de queue, et vous levez sur le coup, qui se... Là, récif. Si vous êtes en surface, fin de plongée. C'est un requin, c'est un pélagique, c'est vraiment un requin du large, c'est ce qu'on appelle le sel. Hein. C'est un requin qui vient de rapport au récif, il a rapport de s'abîmer. Donc tu vas voir naturellement, on a vu sa vie, puis on ne verra plus. D'accord. Donc quand il est au fond, généralement quand il fait surface 40, on ira voir, hein, c'est très rare qu'il fasse une boucle et qu'il en aille. Normalement il va venir, il peut même toucher un peu les pannes, ça peut être très impressionnant. On en parle comme ça fait sourire, les gens sont un petit peu, vous lui tournez jamais le dos. D'accord, c'est toujours face à lui. Vous ne sauvez jamais. D'accord, si à un moment vous étiez à peine écarté du bleu, vous écarté une dizaine de mètres, et que vous êtes à une dizaine de mètres du récif, si à un moment il vient vraiment à vous, vous revenez toujours, vous partez toujours en palmant sur le dos en direction du récif. D'accord. Si à un moment vraiment il vient proche, hop, vous présentez les palmes. D'accord. Le dos, hein. Et puis dans ce cas-là, si le moment on le voit un petit peu chiant, on se resserre vraiment l'un contre l'autre. D'accord, hein, les binômes, les trinômes, vous vous serrez un petit peu, vous faites un petit peu bloc, et hop, vous reculez gentiment au récif. Une fois mis à l'eau, nous avons un seul but dans la tête, chercher le requin renard.
Nous nous immobilisons un instant entre 25 et 30 mètres pour observer le bleu dans l'espoir de voir un requin-renard. Nous sommes, si je peux m'exprimer comme ça, dans un quart de bleu, le récif n'est pas loin et face à nous, le grand bleu où soudain, comme une apparition, un petit point se dirige droit sur nous avec assurance et détermination. C'est un requin longimanus qui fait un passage, puis deux autour de lui, pour finir par un changement brutal de direction. Il est temps de regagner le récif en palmant sur le dos face à lui. Je tenais à vous dire que j'avais des images incroyables sur ce moment que je garde gravées dans ma mémoire. Mais un accident malencontreux supprima l'intégralité des images de cet instant sur la carte mémoire et fait que je n'ai pas pu les partager avec vous. Heureusement que les plongeurs de la Palanquée avaient pris des photos et des petites séquences vidéo qui m'ont permis de vous illustrer cet instant. Une fois les impressions passées, nous reprenons tranquillement notre plongée qui va nous réserver bien des surprises. Comme cette murène qui n'est pas le bienvenu dans un territoire qui n'est pas le sien. Mais déterminée, elle continue ce pourquoi elle est là. Plus tranquille, cette sèche papillonne sur le tombant. Nous poursuivons notre exploration du tombant de Big Brother. Quand Babé remarque un banc de barracuda, une armée, un vrai défilé de 14 juillet qui se profile tranquillement devant nous. C'est le moment de faire nos paliers au parachute et de regagner, sous la surveillance des requins longimanus, la surface et le zodiaque. Nous reprenons la mer
où une bonne distance nous sépare du récif de Daedalus. Et allons naviguer aussi toute la nuit pour arriver au petit matin. Après être partis des îles Brother en fin de journée, nous arrivons dans la nuit au récif de Daedalus. Le matin se lève sur Daedalus, des bateaux sont déjà là et sont amarrés comme nous sur le récif. Daedalus est un récif de corail circulaire de 500 mètres de long sur 300 mètres de large, où la surface affleure l'eau. Perdu au milieu de rien, il remonte des profondeurs de plus de 500 mètres. Daedalus est un parc national comme les îles Brother, où il faut s'acquitter d'une taxe pour pouvoir y plonger. Surmonté de son phare, construit par les Français en 1931, d'ailleurs ce sera le sujet de notre prochain épisode où nous ferons une petite visite des lieux. La particularité de Daedalus, ce sont ces bancs de requins-marteaux qui remontent des grands fonds et que l'on peut apercevoir à la pointe du récif dans une zone de 40 mètres dans le Grand Bleu. Nous avons fait 6 plongées à Daedalus et H2O de Nature vous présente un concentré des meilleurs moments de ces plongées. Nous sommes largués par le Zodiac en pleine eau et une fois dans l'eau, nous descendons directement à 30 et 40 mètres. Le Grand Bleu nous entoure et nous flottons entre les eaux. Rien au-dessus, rien en dessous, que l'abysse, que de l'eau bleue. Vous vous êtes certainement demandé, un jour dans votre vie, quelle sensation a-t-on lorsque l'on flotte dans l'espace ? Je pense que ce doit être la même chose, avec ici en plus la pression de l'eau. Sensation garantie, assurée. Équilibré entre les eaux abyssales, nous attendons la remontée des requins-marteaux. Et comme nous ne sommes pas dans un zoo, cette remontée n'est peut-être pas garantie. Et soudain, comme une apparition, un banc de 15-20 requins se met à tourner autour de nous. Tout le monde reste immobile et observe sans faire un mouvement ou actionner le flash de son appareil, ce qui ne sert à rien en plus, car ceci pourrait les effrayer. Possédant de nombreux capteurs sur le devant de leur tête qui leur servent à détecter leur proie dans le noir, ils sont très sensibles aux ondes électriques et captent tout ce qui se passe autour d'eux. C'est pour cela que le plus grand calme est exigé lorsqu'on les observe, pour avoir la plus grande chance de les voir le plus longtemps possible. Mais après 15 minutes, notre temps maximum de plongée est atteint et il est temps pour nous de regagner le récif pour attaquer notre remontée et finir notre plongée. Bon là, on est au milieu de rien. Quelle direction on va prendre ? Mais on n'a qu'à suivre Isabelle, elle a une boussole. Sur le chemin, une autre surprise nous attend. C'est un banc de barracudas qui défile devant nous comme un train. Enfin, arrivé sur le tombant du récif. Il ne reste plus qu'à le longer et à remonter doucement. C'est alors que nous découvrons une autre plongée où nous observons la vie ricéphale de Daedalus, qui ne manque pas de surprise aussi. Ici, des beaux clairs lanternes semblent nous indiquer la direction de notre exploration. Prendre son temps et profiter de l'instant présent. Comme Babette qui, avec son phare,
et son appareil photo saisit l'instant qui s'offre devant elle. Les barbiers orangés tapissent le récif, contrastant un peu les parois où les couleurs disparaissent vite lorsqu'elles ne sont pas éclairées. Deux couples des plus beaux poissons de récif se profilent devant moi. Deux poissons papillons, toujours de leur jaune éclatant, et deux poissons cochers avec leur nageoire dorsale qui ressemble vraiment à un sabre. Ce n'est pas parce que nous sommes sur le récif que le danger n'existe pas et que les prédateurs sont absents. Bien au contraire, ce garde-manger à portée de bouche offre un super territoire de chasse à ces vivaneaux à deux taches, qui rôdent et qui sont prêts à piquer comme des rapaces sur leur proie. Repu, il ressort du récif et me fait comprendre que ici c'est son territoire et que je ferais mieux de tracer ma route. Je préfère aller voir les barbets à queue jaune. Eux, ils sont plus cool. J'ai désaturé toute mon azote excédentaire et je profite alors de voir ce qui se passe sur le récif. C'est un super jardin, plein de surprises. Comme ce poisson duodon, ou ce bénitier, et cette belle murène de Java, tellement grosse que l'on n'en voit même pas le bout. Fidèle à elle-même, cette anémone abrite de nombreux petits poissons. Ce beau poisson ballon qui se gonfle lorsqu'il se sent en danger me fascinera toujours par le mouvement de ses nageoires, complètement dissociées. Avez-vous déjà essayé de bouger vos bras, vos jambes en même temps et dans des directions différentes? Un vrai casse-tête, non? Quelquefois la nature, si elle décide d'être généreuse avec nous, nous offre des instants magiques. Comme cette rencontre avec cette tortue venue nous saluer. Il est temps pour nous de partir, de remercier et de rendre à ses habitants ces lieux magnifiques. Cette caranque, à nageoire bleue, nous montre la sortie et regagne son bleu abyssal. Et nous la surface.
fois déséquipé, Shahaban se charge du gonflage des blocs afin qu'ils soient prêts pour la prochaine plongée. Je compte bien t'emmener faire une petite visite du phare du récif de Daedalus. Le phare de Daedalus se trouve sur un îlot corallien de 500 mètres de long sur 300 mètres de large. Il est situé à 80 miles nautiques au large de la ville de Exer en mer Rouge. Son côté esthétique avec ses bandes blanches et noires lui donne un petit côté art déco. Le phare mesure 100 mètres de haut. Et maintenant, on va faire un peu de gymnastique pour grimper ces escaliers en colimaçon.
Il est possible donc de le visiter et les gardiens, à l'issue de ta descente du sommet de celui-ci, se feront un grand plaisir de te vendre des t-shirts pour 10 € l'unité. Entre nous, ils sont de bonne qualité et tu peux te lancer sans problème. Ce sont les Français qui ont construit le phare de Daedalus en 1931, comme tu peux le voir sur la plaque. Il fut construit pour sécuriser la navigation à l'ouverture du canal de Suez et remplace une vieille tour métallique qui datait de 1863. Et je te retrouve à Elphinstone et son arche. Elphinstone est un gros récif de corail de forme ovale qui affleure l'eau, proche de la côte, à seulement 6 miles nautiques de Marsa Alam. Le récif de Elphinstone mesure 400 mètres de long sur 30 mètres de large. Et il est prolongé dans ses deux parties nord et sud par deux plateaux qui descendent vers les 60 mètres. H2O de nature, c'est parti. Nous partons faire notre plongée sur la face sud pour rejoindre entre 50 et 60 mètres une formation rocheuse très particulière, la fameuse arche de Elphinstone et sa grosse plaque de corail en forme de rectangle de 3 mètres, qui selon la légende serait le sarcophage d'un mystérieux pharaon. Nous remontons et longeons le superbe tombant tapissé d'alcyonnaires.
Entre Alcyone et coraux, le tombant d'Elphinstone regorge de vie. Certaines gorgones géantes, comme d'énormes éventails, bougent au cré des courants et servent de refuge à une multitude de petits poissons. Soudain, une nuée de poissons de verre envahit la face du tombant. La traversée restera toujours un moment impressionnant. Ce récif doit son nom anglais d'Elphinstone à Lord John Elphinstone, qui fut gouverneur de Bombay et de Madras. C'est le capitaine britannique Robert Moresby qui, lors de sa cartographie de la mer Rouge, pour le compte de la British East India Company vers 1830, baptisa ce récif du nom de Lord John Elphinstone. Reprenons la mer en direction de Hurghada, et comme si on nous avait attendu, deux grands dauphins qui nous avaient escortés à notre départ, nous accompagnent à notre retour pour nous dire au revoir. Ça, c'est vraiment cool dans la baie de Hurghada. En vue, la grande mosquée de Hurghada nous accueille au bout de notre aventure. Et bien voilà, notre croisière en Égypte s'achève, donc notre croisière de la BDE et du Triomosor est finie. Ce numéro 9 donc conclut cet épisode, ce premier numéro donc de H2O de nature. En tout cas, on a été hyper gâtés par les températures, par les conditions atmosphériques. Une mer d'huile, pas de vent. Je pense que les conditions comme ça en Égypte et surtout pendant cette croisière, c'est vraiment quelque chose de très très rare. Et donc on en a profité au maximum. Et en plus, Dame Nature a été vraiment très cool avec nous parce que toutes les espèces étaient vraiment au rendez-vous. On a pu voir les requins longimanus qui étaient là et qui reviennent de plus en plus sur les lieux. Alors ça, c'est peut-être dû au fait que la fréquentation touristique a beaucoup diminué, du fait des différents événements géopolitiques qui font que la fréquentation fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de plongeurs. Mais aussi, je pense que le gouvernement égyptien a beaucoup réglementé la fréquentation sur tous ces lieux de Daedalus et des îles Browser, en impliquant des taxes sur les différentes plongées. Donc les espèces reviennent doucement, ce qui est bien pour nous et ce qui est bien pour eux. Alors si certains se posent des questions, si c'est bien de venir en Égypte parce que ça craint pour notre sécurité et que il faut faire attention, moi je peux vous dire qu'aujourd'hui, non, comme tous les pays qui ont été frappés par certains événements, la sécurité maintenant est vraiment constante, est vraiment omniprésente. Vous avez des checkpoints
dans la ville, la police et les militaires sont vraiment présents, et aussi dans l'aéroport. Lorsque vous partez, maintenant, c'est pas un contrôle de sécurité, mais c'est 3 contrôles de sécurité. Un quand vous rentrez dans l'aéroport, un contrôle avant de prendre votre enregistrement, et un contrôle avant de rentrer dans l'avion. Alors franchement, là, je pense que le maximum est atteint. Et en plus de ça, les Égyptiens sont vraiment des gens adorables et très 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 accueillants. Donc venez en Égypte et venez plonger en Égypte. Et je tiens à remercier toute l'équipe du Nautilevo, qui sont des gens vraiment adorables et super. L'accueil est d'enfer et leur professionnalisme est aussi d'enfer. Que ce soit au niveau des marins, au niveau de l'organisation, au niveau de tout. Voilà, venez, le bateau est hyper confortable. Je vous donne donc d'ailleurs en description toutes les informations sur leur site, leur Facebook et puis leur contact téléphonique. Et vous pouvez leur demander tous les renseignements et venez les voir parce qu'ils sont vraiment super sympas. H2O de nature est terminé, donc je vous retrouve dans de prochaines aventures, de prochaines productions que j'espère faire le plus vite possible. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes bulles, prenez bien soin de vous et salut. Ah, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse, si nos aventures vous intéressent. N'oubliez pas de vous abonner et puis de cliquer sur un petit pouce bleu pour nous encourager dans mon travail. Allez, au revoir.